Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Bahouri. M. Bahouri, c'est le premier vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'un des premiers partis politiques d'opposition guinéenne. M. Ba, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité en Guinée, c'est les prochaines élections législatives qui sont fixées au 24 septembre prochain suite à un accord qui a été trouvé entre le pouvoir et l'opposition guinéenne. Quelle appréciation en avez-vous? C'est vrai, lorsqu'on regarde les actualités guinéennes, on peut dire que le 24 septembre prochain, l'actualité essentielle, ce sont les élections législatives qui auraient dû intervenir 6 mois après l'installation de M. Alpha Condé au pouvoir et qui vont se dérouler pratiquement, si la date est maintenue, parce qu'il faut le dire ainsi, presque 3 ans après l'installation de M. Alpha Condé au pouvoir. Donc, en apparence, c'est cela l'actualité. Mais la véritable actualité, c'est la contestation sociale, une crise politique majeure avec une situation économique fortement dégradée et une détérioration dramatique de la question des droits de l'homme en Guinée. Cela semble être lié à la situation politique en Guinée, vous l'avez dit tout à l'heure. Il a fallu 3 ans après que ces élections, que la date soit fixée. Il y a un accord qui a été passé entre le pouvoir et l'opposition guinéenne. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura élection? Avec la manière dont les choses sont gérées en Guinée, il faut être prudent et sceptique. Pourquoi? Prudent parce que ce sera pratiquement la 4e ou la 5e fois qu'une date a été arrêtée et qu'un décret a été signé pour dire que les élections législatives interviendront à cette date. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, presque 3 ans après l'investiture de M. Alpha Condé, alors que tous les autres pays de la sous-région ont connu des élections présidentielles, ont connu des élections législatives et se sont normalisées, la Guinée a encore de la peine à se mettre sur les rails d'une évolution démocratique normale. Beaucoup estiment que cette fois-ci, il y a l'implication de la francophonie, de la communauté internationale comme garant d'une élection législative en Guinée, d'élections législatives en Guinée. Est-ce que ces garanties vous semblent suffisantes? Vous savez, il y a le dogme au niveau des relations internationales. La question de la souveraineté de l'État est quelque chose qui est le garde-fou qui permet au pouvoir en place, lorsque la situation ne leur convient plus, de dire halte à partir de ce moment-là. C'est notre souveraineté qui est en ligne de compte. Et de ce point de vue, la communauté internationale ne peut pas aller au-delà de la volonté politique en place dans nos pays. En ce qui concerne spécifiquement la question guinéenne, vous savez que les élections présidentielles ont été pilotées avec la garantie de la communauté internationale, avec un groupe de contact international dont M. Ibrahim Fall était l'un des coprésidents. Ça a donné des résultats qui n'ont pas été satisfaisants pour une sortie de crise pérenne en Guinée. Aujourd'hui encore, la communauté internationale s'est approchée, mais la communauté internationale a été simplement facilitatrice d'un contact entre l'opposition et le pouvoir en place et n'a pas les moyens d'aller au-delà de ce que la gouvernance de M. Alpha Condé voudrait qu'elle puisse faire pour que les élections entrent dans un cadre tout à fait normal. Mais si l'opposition guinéenne a signé l'accord, vous faites partie de cette opposition guinéenne, elle doit avoir certainement des garanties par rapport à cela. Personnellement, j'ai dit que depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, ce qui a été beaucoup plus mis en avant, c'est sa volonté systématique de piétiner la Constitution, de violer les lois et les règlements du pays pour lui permettre d'avoir une élection où il mettra en place une Assemblée nationale qui sera totalement sous sa coupe. Et malheureusement, malgré les sacrifices consentis par la population, par les manifestations avec des dizaines et des dizaines de personnes tuées dans le cadre de manifestations pacifiques, en fin de compte, j'ai le regret de le dire, cette opposition a capitulé devant la volonté systématique de M. Alpha Condé, coûte que coûte, d'aller à la mise en place d'une assemblée qui sera totalement sous ses ordres. Mais pourquoi dites-vous que l'opposition guinéenne a capitulé? Par exemple, cette opposition disait qu'elle manifeste pour
empêcher que Weimar et Sabari technologies puissent être les opérateurs techniques de ces élections. Et il y a eu des dizaines de morts dans ce cadre. Et aujourd'hui, les accords ont entériné la présence de Sabari et de Weimar, l'opérateur technique sud-africain, dans le cadre de l'organisation des élections guinéennes. Donc, en fin de compte, tout ce qui a été mis en avant dans le cadre des revendications de l'opposition n'ont pas été mis de côté, ont été plus ou moins mis en œuvre dans le cadre de ces accords politiques. Mais dans l'accord, l'opposition a quand même la possibilité d'avoir des techniciens à elle qui vont participer à l'élection législative, avoir aussi un contrôle sur la façon dont doivent travailler ces deux opérateurs. Ce que je dois dire par rapport à cette question, d'abord une élection législative, et d'ailleurs quelle que soit l'élection, d'abord c'est une question de volonté politique. La volonté politique qui préside aux destinées du pays souhaite-t-elle avoir des élections claires, apaisées et transparentes qui vont respecter le choix des électeurs? Ça, c'est la question essentielle. Ensuite, il y a le cadre du processus électoral global. Ensuite, en troisième position, des questions techniques pour savoir comment un opérateur pourra-t-il intervenir, comment le dépouillement pourrait-il se faire. Les deux questions essentielles, la volonté politique et le cadre du processus électoral global ont été déjà viciés par cette gouvernance qui n'a pas respecté le code électoral, qui n'a pas respecté, disons, les prérogatives de la CENI et qui n'a pas la volonté politique de permettre à la Guinée, une fois pour toutes, d'avoir des élections qui reflèteront la volonté de la majorité de la population. Pour vous, toutes les garanties ne sont pas réunies pour qu'on aille vers législative transparente qui permet à la Guinée de sortir de la transition? Je crois qu'en définitive, après 3 ans de tergiversation, on va s'acheminer vers la victoire de l'impunité, c'est-à-dire la victoire de la violation des lois, de l'utilisation de la terreur, de la violence, pour amener une opposition affaiblie, mais avec une population qui veut aller dans le sens du changement, mais avec des responsables qui se retrouvent affaiblis, qui va se retrouver en fin de compte en train d'entériner la volonté de M. Alpha Condé. Mais la Guinée a quand même besoin de sortir d'une transition. L'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qui fait office d'Assemblée nationale, la CNT ne peut pas continuer à être là. Il faudrait bien que les politiciens ou les partis politiques soient à l'Assemblée nationale. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour cela les élections en tant que telles, des élections crédibles, constituent un élément pour une sortie de crise majeure dans un pays. Mais de vraies élections qui vont permettre le choix de vrais représentants de la population. Mais si en fin de compte, l'élection n'est qu'une parodie d'élection, pour simplement montrer devant un miroir qu'il y a eu un vote, alors qu'en réalité, le pouvoir en place a utilisé toute la répression, la terreur, l'intimidation, la violation des lois, le manque de transparence des procédures pour, en fin de compte, faire nommer une assemblée à sa dévotion. Ça ne va pas résoudre la question de la gouvernance globale du pays et au contraire, ça amènerait les populations à douter de la volonté de sortie de crise, vont douter de l'utilité d'un processus électoral en tant que tel, vont s'abstenir ou du moins vont se détourner de ce qu'on peut appeler les voies classiques d'expression de la démocratie parce que les populations ne vont pas s'y retrouver. Vous parlez tantôt d'impunité. On a constaté que quand même il y a eu quelques personnalités, ou bien quelques militaires comme Thieboro Kone, si je ne me trompe pas sur le nom, Camara, qui ont été traduits devant la justice. Il y a aussi l'ancien maire de Conakry qui ont été traduits devant la justice par rapport à ce qui s'est passé le 28 septembre. Pour vous, ce n'est pas un pas pour lutter contre l'impunité en Guinée? Vous savez, hein, l'impunité, ce n'est pas simplement trouver, disons, quelques sous-fifres ou quelques symboles et les présenter devant une opinion tant nationale qu'internationale. La lutte contre l'impunité, c'est la recherche d'une gestion vertueuse
de l'ensemble des affaires de l'État. Et pour un pouvoir en place, la question essentielle, d'abord, est-ce que son approche respecte les règles et les procédures? Si le pouvoir en place utilise et instrumentalise la violence, comme ce qui s'est passé il y a 2 semaines en Guinée forestière où il y a eu plus de 150 morts dans des tueries entre des populations Konyanké et Guerzé, je dis qu'en fin de compte, c'est la justice du plus fort qui utilise sa position pour dire qu'elle rend justice, alors que fondamentalement, l'impunité est là, l'impunité est consacrée, et M. Alpha Condé n'a fait que consacrer l'impunité dans sa gestion durant ces 3 dernières années. Avec ce qui s'est passé en Guinée, avec ces 150 morts dont vous parlez au sud du pays, les affrontements ethniques, interethniques entre guillemets, le pouvoir a dit qu'ils vont mettre en place une commission d'enquête. Bon, c'est toujours comme ça qu'on dit qu'il y aura une commission d'enquête, mais on sait d'ores et déjà que les racines de ce problème sont dans le cadre de la gouvernance actuelle. Bien entendu, ces racines remontent de très loin, mais après 3 ans d'exercice du pouvoir, si vous n'avez pas travaillé à faire en sorte que la réconciliation nationale soit une réalité, que la gouvernance soit apaisée, que tous les Guinéens se sentent des citoyens égaux en droit et en devoir, il va de soi que ce qui s'est passé en Guinée forestière pourrait se répéter et se généraliser sur l'ensemble du territoire. Et je dois même dire qu'au-delà de ça, l'instrumentalisation de certaines milices privées armées, les Donzo, par la gouvernance de M. Alpha Condé, qui ont sévi en Guinée forestière et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire sous forme de gardes forestiers, je dis que ceci est une menace sur la sécurité nationale, est une menace sur la stabilité de la Guinée et donc de la sous-région. Cette violence qu'on voit en Guinée et ensuite cette séparation ethnique entre guillemets, beaucoup nous sont un peu surpris quand ils vont en Guinée. Ils se disent que dans la population, ils ne perçoivent pas qu'il y ait cette césure entre les ethnies. Mais ils vous reprochent, vous, hommes politiques, d'instrumentaliser justement les populations en parlant de Peul, de Guerzé, de Malinké. Je suis au regret de le reconnaître et de le dire. Depuis l'indépendance de ce pays, 1958, la Guinée n'a pas bénéficié d'une gouvernance qui a consacré le respect des droits de l'homme, qui a consacré l'égalité de tous les citoyens devant les lois de la République. Au contraire, les pouvoirs en place ont instrumentalisé les particularismes et les contradictions internes de la société guinéenne pour diviser, pour asseoir des dictatures prédatrices et qui ont fait que la Guinée, malgré ses immenses potentialités économiques, est sur le plan social et sur le plan économique le dernier en Afrique de l'Ouest. Vous avez été ministre de la Réconciliation en Guinée. On a regardé un peu que la classe politique guinéenne, si on regarde bien la photographie, aussi bien l'opposition que le pouvoir, la plupart d'entre eux, en moi, en autre, ont participé à la gestion des pouvoirs. C'est vrai. Dans une large mesure, surtout ceux qui entourent M. Alpha Condé et ceux qui sont à la tête des oppositions guinéennes aujourd'hui. Mais je reprécise, j'ai été ministre de la Réconciliation nationale dans une période d'une transition avec en place le général Lansana Conté, juin 2008, décembre 2008, c'est-à-dire c'est le dernier gouvernement du général Lansana Conté avant sa disparition. Et je dois dire que dans le cadre du ministère de la Réconciliation nationale, on a fait une gestion qui a permis dans une large mesure de dédramatiser beaucoup de problèmes qui étaient latents dans la société guinéenne, que ce soit le conflit notamment entre Guerzé et Forestier à travers, disons, les prolongements de la guerre civile libérienne et sierra-léonaise en Guinée. Ensuite, la gestion du passif historique, c'est-à-dire avec cette violation systématique des droits de l'homme depuis plus de 50 ans, il y a eu une dynamique qui a permis d'enclencher un processus qui a permis, après la mort du général Lansana Conté,
d'avoir une transmission du pouvoir, bien entendu avec un coup d'État du CNDD, mais qui ne s'est pas conclu par des effusions de sang ou par des règlements de compte, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui en amont ont travaillé pour que la transition ou la disparition du général Lansana Conté se fasse sans trop de heurts pour la société guinéenne. Et de ce point de vue, j'estime qu'on a réussi à le faire, et je trouve que c'est un élément qui indique qu'il y a des possibilités, qu'il y a des pratiques et des actions politiques qui permettent de gérer correctement les problèmes guinéens pour que ce pays ne soit pas tout le temps en train de se déchirer, ou qu'il y ait des violences entre soit les communautés ou des violences du côté de l'État contre les populations civiles. Beaucoup se demandent, la Guinée est un pays qui est immensément riche, qui a du pétrole, qui a du diamant, qui a des minerais, qui est du point de vue même de l'agriculture très pourvu. On parle de château d'eau d'Afrique. Pourquoi la classe politique guinéenne n'arrive pas à trouver un consensus pour gérer le pays pour le bonheur des populations guinéennes qui souffrent, qui vivent dans une pauvreté extraordinaire? Non, c'est là le mal. Comme dit l'autre, ce ne sont pas les richesses physiques, les potentialités économiques qui constituent une nation. Ce qui constitue vraiment la force d'un pays et d'une nation, ce sont ses ressources humaines. Et si les ressources humaines en qualité sont faibles, il va de soi que quelles que soient les potentialités économiques et les richesses qui existent, il sera impossible de les exploiter à bon escient. Et malheureusement, la Guinée est dans ce cadre. La Guinée n'a pas bénéficié d'une gouvernance ouverte, d'une gouvernance qui voit les problèmes de manière globale et qui agissent en conformité avec les fondamentaux de l'État de droit et de la République. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des dictatures qui se sont succédées depuis l'indépendance. Mais aujourd'hui, il y a une donne qui a changé. Laquelle? Les populations revendiquent une meilleure gestion de leurs affaires publiques, interviennent, descendent dans les rues, se font massacrer, mais continuent à revendiquer qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait une meilleure santé, qu'il y ait l'égalité entre tous les citoyens. Et ils en ont marre d'une mauvaise gouvernance qui ne fait que retarder le pays et qui ne fait qu'opposer les Guinéens les uns aux autres, alors que nous savons que ces oppositions sont factices, parce que servant simplement à maintenir une petite minorité à la tête du pays, pour simplement, dans le cadre d'une gestion prédatrice des ressources de la Guinée. Cette mauvaise gouvernance, est-ce que ce n'est pas la faillite de la classe politique guinéenne? C'est une faillite, parce que dans une certaine mesure, c'est l'expression d'une faillite et c'est l'expression d'un échec. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé au pouvoir, qui se targue d'être pendant plus de 50 ans un opposant historique, mais je dis qu'il est le symbole de la restauration et de la mobilisation de l'ensemble des conservatismes qui ont bloqué la société guinéenne, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Il a pu agréger tout cela autour de sa personne pour faire en sorte que la Guinée, en moins de 2 années et demie de gestion, se retrouve complètement bloquée, tant sur le plan institutionnel que sur le plan économique. Alpha Condé vous accuse de dire pendant la campagne électorale, c'est maintenant autour des Peuls. Vous savez, si on rentre dans cette catégorisation, il a dit tellement de choses qu'on continuerait à voir les choses de manière superficielle. Monsieur Alpha Condé est naturellement ethnocentriste, tourné vers le passé. La plupart des gens qui lui ont fait confiance à un moment donné, parce qu'il était de l'opposition guinéenne, contre le général Lansana Conté, se rendent compte qu'aujourd'hui, qu'ils se sont trompés de casting. Mais est-ce que ce n'est pas un jeu d'intérêt, en fait, au fond? Il y a un jeu d'intérêt, mais aussi il y a une faiblesse qu'il faut noter. Le débat politique guinéen est très faible. Les acteurs, très souvent, n'acceptent pas de se livrer. On schématise les choses en opposant les communautés ethniques les unes aux autres. Alors que la question fondamentale, c'est la question de la gouvernance du pays et de la prise en compte des questions macroéconomiques, des questions sociales et des attentes des populations.
les populations guinéennes, depuis 2005-2006, ont montré qu'elles sont en phase avec une volonté de changement démocratique, une meilleure gouvernance, une égalité de tous les citoyens, mais malheureusement, sa classe politique est complètement déphasée et la ramène toujours en arrière et ne veut pas faire en sorte que cette société se libère. Et je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui vont se donner les moyens dans l'action actuelle de se donner les moyens de se libérer, de changer la donne et de mettre la Guinée en phase avec l'évolution des pays comme le Sénégal par exemple. La classe politique guinéenne, quand on entend parler souvent, on dit que Boucher Baouri, premier vice-président du FDG, est de l'aile dure de ce parti. Que vous êtes intransigeant sur des questions essentielles. Non, pourquoi? C'est tout à fait légitime. Je vois mon pays qui sombre. Il est de ma responsabilité d'alerter, d'agir pour que ce pays ne sombre pas. Je serai aussi responsable et coupable de me taire et de me compromettre en laissant le pays à la dérive. Regardez ce qui s'est passé en Guinée forestière entre le 15 et le 17 juillet dernier. Des tueries, des gens massacrés, calcinés dans un pays qui se dit normal. C'est inadmissible. Et le président, au lieu d'aller sur le terrain pour apaiser les populations, il prend son avion pour faire une tournée en Afrique centrale. Il n'est revenu qu'en Guinée forestière que 2 semaines après pour un laps de temps de 2 heures pour dire qu'il faut pardonner. Je trouve cela irresponsable et tous les Guinéens, quels que soient les bords politiques ils peuvent se trouver, doivent se rendre compte qu'il est de leur responsabilité de se dire que la situation actuelle guinéenne les interpelle. Et au-delà des Guinéens, les démocrates et les responsables de la sous-région ne doivent pas rester, j'allais dire, indifférents à ce qui se passe à Conakry, parce que ce qui se passe à Conakry est d'un intérêt vital pour l'ensemble de la sous-région. Vous travaillez avec Cellou Dalein Diallo en tant que président de votre parti. Est-ce que vous êtes en phase avec lui sur des questions essentielles? Certains disent qu'aujourd'hui que vous n'entendez pas. Non, il y a une réalité, on a des divergences politiques. Quelles sont ces divergences? Il est pour un dialogue, une compromission avec la gouvernance d'Alpha Condé. Moi, je dis qu'il faut en rester avec les fondamentaux. Un gouvernement qui ne respecte pas la constitution du pays, il est impossible d'engager un processus de dialogue parce que le dialogue doit reposer sur un socle commun. Le socle commun de la République, c'est la constitution et le règlement. Si le gouvernement en place ne respecte pas la constitution, ne respecte pas le cadre qui est le socle commun, les fondements de la République, il va de soi qu'un dialogue dans cet espace ne serait qu'une compromission ou une capitulation. Mais pour avoir un dialogue, il faudrait qu'il y ait un rapport de force. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de l'opposition guinéenne, les rapports de force ne sont pas défavorables? Je crois que les rapports de force sont là. Monsieur Alpha Condé est acculé. L'immense majorité de la population guinéenne s'est détournée de lui. Et je suis sûr que l'ensemble des pays de la sous-région le regardent avec scepticisme. Et c'est une manière de dire que le combat continue, que le processus démocratique est bien entendu a un coût humain très lourd, mais il est en train de se faire et je suis sûr que la Guinée, dans peu de temps, rejoindra le giron des autres pays respectueux des droits de l'homme et de l'état de droit. Mais c'est justement ça le problème. Souvent les manifestations sont organisées à Conakry, c'est des jeunes qui tombent sous les balles des forces de l'ordre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que c'est un grand problème que les jeunes Guinéens soient tués à chaque fois qu'il y a des manifestations? Est-ce que la responsabilité aussi de l'opposition, ce n'est pas de préserver les vies humaines? Vous savez, votre question est fondamentale. Préserver la vie humaine dans un cadre où l'avenir est bouché, l'avenir est bloqué, aucune perspective. Cela veut dire que c'est une condamnation de l'ensemble d'une société à une dérive perpétuelle. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique que dans le contexte actuel, que des hommes et des femmes se lèvent pour dire que nous sommes prêts à donner à aller jusqu'au sacrifice ultime pour que le pays se libère, pour que le pays change, pour que les générations à venir puissent vivre dans un environnement
qui leur permettent de s'épanouir, de se réconcilier et de permettre à la Guinée d'aller dans le sens du progrès et de la modernité. Mais est-ce que pour vous, il y a une possibilité de compromis pour gérer le pays, pour éviter ces tueries? Les tueries, vous savez, un gouvernement qui est prêt à tuer sa propre population pour rester au pouvoir, c'est un gouvernement injuste, c'est un gouvernement qui n'a plus la légitimité de rester en place. C'est valable pour la Guinée comme c'est valable dans d'autres pays que nous connaissons à travers. Est-ce qu'il y a-t-il un compromis possible? Le compromis n'est possible que dans le cadre de l'acceptation commune des fondamentaux de la République. La Constitution, le respect de la Constitution, le respect de l'État de droit, le respect des valeurs fondamentales des droits de l'homme. À partir de ce moment-là, il peut y avoir des divergences.